Au fait, chérie, je crois que je suis enceinte. Essaie de pisser sur une grenouille. Ah ouais, quelle bonne idée! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler des traditions qui entourent la grossesse un peu partout dans le monde. Puis laissez-moi vous dire qu'il y en a qui font des affaires vraiment bizarres. C'est ce qu'on va découvrir ensemble, mais avant tout, j'aimerais vous parler un peu d'histoire pour le bien de votre culturation. Savez-vous comment est né le premier test de grossesse? Et oui, dans les années 40, il y a un scientifique chercheur, à mon avis un peu maboule, qui a découvert qu'en injectant de l'urine de femme dans une grenouille femelle, la grenouille femelle pondait quelques jours plus tard si l'urine de femme contenait des hormones de grossesse. Et elle ne pondait pas s'il n'y avait pas d'hormones de grossesse dans l'urine de la femme. S'il n'y avait pas de scientifiques tordus, peut-être qu'aujourd'hui, on en serait à d'autres techniques pour savoir si on est enceinte ou pas. Et franchement, j'aime bien mieux faire pipi sur un petit bâton que m'imaginer toutes les autres techniques qui pourraient exister pour savoir si je suis enceinte ou pas. Il y a d'autres choses qui sont vraiment aussi étranges qui existent de nos jours. C'est la façon de prédire le sexe des enfants. Il y a en Chine une façon de prédire qui est vraiment particulière, qui implique des cacas de bébé, mais je vais vous le garder pour la fin parce que c'est trop weird, je trouve. Je vais commencer par des méthodes un peu plus traditionnelles. Fait que ce qu'on entend souvent, c'est que la maman qui porte une fille aurait une belle bédaine ronde, bien haute, alors que la maman qui attend un garçon porterait plus sur les hanches. Il y en a aussi qui disent que la maman qui porte un garçon porterait aussi très bas. Je dois avouer qu'à Éléonore, j'avais une bédaine très haute et très ronde, alors que cette fois-ci, j'ai l'impression d'avoir un ventre plus vers le bas. Fait que soit j'ai un garçon, soit la loi de la science me dit que je vieillis, puis qu'il y a de la gravité ici sur la planète, fait que les choses, avec le temps, se mettent un peu plus à pendouiller. Je sais pas qu'est-ce qui est quoi, mais j'aime mieux me dire que c'est parce que je porte un garçon. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je sais pas là, si je porte un garçon. Je suis enceinte de 26 semaines cette semaine. Et j'ai un bébé surprise, fait que je saurai pas d'ici la fin si j'ai un garçon ou une fille. Autre chose qu'on dit, on dit que le battement par minute chez le bébé pourrait prédire le sexe. Donc, un battement par minute qui serait de 150 et plus serait un battement de cœur de fille, alors qu'un battement autour de 140 et moins serait plutôt un battement de garçon. Et là, pour ceux qui ont des battements de cœur entre 140 et 150, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Ça serait comme une zone grise. Et comme de fait, moi, je suis dans une zone grise. Mon bébé est souvent entre 140 puis 150. On dit aussi que les mamans qui auraient le fameux teint glowy attendraient des filles, alors que ceux qui ressemblent plus à des ratons laveurs attendraient des garçons. Moi, tout ce que ça me dit, c'est qu'il y en a qui sont très fatigués parce qu'ils ont d'autres enfants à la maison qui font pas encore leur nuit. Moi, c'est pas mal ça que ça m'indique pour le moment. Il y a le test de la pendule aussi ou de l'aiguille qui est dans le fond d'accrocher une aiguille après un fil ou un anneau ou un petit objet circulaire au bout d'une chaînette, de le placer au-dessus de la main de la maman qui est enceinte et les mouvements du pendule détermineraient du sexe du bébé. Alors, si les mouvements, c'est des mouvements de droite à gauche ou avant-arrière, ce serait un garçon, alors que si le mouvement est plutôt circulaire, ce serait une fille. Je pourrais le faire avec mon magnifique bola aussi, tandis que je vous le montre, je pourrais vous en parler aussi. C'est un bola de grossesse, donc c'est un bijou qui consiste à être une petite boule, comme ça, en or, qui fait un petit tintement. Qui est porté très bas à la hauteur du nombril.
Puis dans le fond, c'est un bijou qui vient d'Indonésie qui servirait à créer un lien entre la maman et le bébé parce qu'à longueur de journée, le bijou frotte sur la bédaine. Il y a le tintement qui est rassurant pour le bébé, puis ça créerait un lien entre la maman et le bébé parce que la maman serait plus portée à jouer avec son bijou qui est à la hauteur de son ventre. Fait que c'est un bola de grossesse que j'ai reçu d'une entreprise qui s'appelle Maison Pleine Lune. Je vais mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Il y a plusieurs modèles de bola de grossesse différents, dans plusieurs teintes différentes aussi. Puis je trouve que ça peut être un cadeau qui est intéressant à offrir si jamais vous avez envie de gâter une maman. Puis ça fait un beau petit lien durant la grossesse. Puis après ça, on peut le mettre dans la boîte du bébé. Et là, je pourrais essayer de faire le test de pendule avec mon bola. Je sais pas si ça va fonctionner. Bon, on va essayer. Donc, dans le fond, il suffit de tenir comme ça au-dessus de la main et le mouvement déterminerait du sexe. Et c'est pas clair. C'est très subtil, mais mon bola me semble faire des cercles. Donc, j'attendrai une fille selon le test de la pendule bola. Il y a aussi en République dominicaine, je sais pas, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu ma stories, c'était un test à l'aveugle qui consiste à placer 3 chaises, une à côté de l'autre. Puis là, il y a une tierce personne, généralement le papa, qui place des ustensiles en dessous de chaque chaise, soit une cuillère, une fourchette et un couteau individuellement en dessous de chaque chaise. La mère doit ensuite à l'aveugle choisir une chaise au hasard, s'asseoir dessus, puis l'ustensile qui se trouve en dessous de la chaise déterminerait du sexe du bébé. La fourchette, en fait, représenterait le sexe indécis, inconnu. La cuillère, la fille, et le couteau, le garçon. Moi, j'enlèverais la fourchette, puis je ferais juste cuillère, couteau, fille ou gars, that's it, that's all. Avouez là, que c'est plus le fun au moins quand ta prédiction c'est quelque chose de concret, pas comme encore, on le sait pas, c'est une prédiction de toute façon. C'est pas la vérité, hein? Et là, on tombe dans les choses un peu plus trash. Il y a un test qui est vraiment déstabilisant et que moi, j'apprécierais vraiment pas du tout, puis je le comprends pas pantoute. Mais c'est à Rome, apparemment. Il y aurait une tradition qui dit qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il lance une grosse poignée de sel au visage d'une mère enceinte qui s'en attend pas. Et que là, il faut observer sa réaction parce que l'endroit où elle se toucherait en premier déterminerait du sexe qu'elle attend. Fait que si elle se touche le nez, c'est un garçon, et si elle touche sa lèvre supérieure en premier, c'est que ce serait une fille. Je sais pas pour toi, mais moi, la chose que j'aurais envie de toucher en premier, c'est la face de la personne qui vient de me pitcher une poignée de sel en pleine face. Mais bon, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des traditions bizarres comme ça un peu partout dans le monde. D'ailleurs, en Chine, là, il y a plusieurs étapes à ce test-là. Premièrement, trouver un bébé très jeune qui n'a pas encore fait ses dents. Il faut le tenir à bout de bras, comme ça, pendant quelques secondes. Et ensuite, il faut attendre et le regarder jusqu'à ce qu'il fasse caca. Et là, on regarde la couleur de la selle du bébé qui déterminerait du sexe de ton bébé. Dans le fond, si la selle, elle est verte, ça veut dire que le sexe de ce bébé-là que tu as tenu dans tes bras sera pas le même que le bébé que tu as dans ton ventre. Puis si la selle est jaune, ben là, ça serait un bébé qui serait du même sexe que le tien. Fait qu'en tout cas, je sais pas. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui se fait un peu partout dans le monde, entourant plutôt la grossesse en tant que telle, puis l'accouchement et le post-accouchement, parce que il y a beaucoup de choses différentes qui se font à travers le monde, qui sont vraiment différentes d'ici. En Corée du Sud, il y a un programme qui existe où les mamans demeurent à l'hôpital avec leur bébé quelques semaines après leur accouchement. Et là, elles sont traitées aux petits oignons. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent à la mère une nutritionniste qui élabore les repas et un chef cuisinier qui cuisine les repas. Ils offrent aussi des services d'esthéticiennes, évidemment d'infirmières et de médecins, de pédiatres qui sont sur place. Il y a aussi toutes sortes d'ateliers entourant le post-grossesse et des ateliers de yoga pour que la maman se remette tranquillement sur pied avec son bébé. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je prendrais demain matin au Japon.
Les femmes, c'est très très rare qu'elles accouchent sous épidural. En fait, ce que j'ai lu, c'est que la plupart des femmes qui ont des épidurales, c'est sous recommandation du médecin parce qu'il y aurait un danger quelconque pour la santé de la femme. Et ils n'ont pas le droit de faire de bruit, fait qu'ils accouchent en silence. Le papa peut assister à l'accouchement seulement s'il a assisté, s'il a fait les cours prénataux. Puis après l'accouchement, la maman demeure chez sa mère à elle ou chez les beaux-parents pendant 40 jours. Et là, tout le monde s'occupe de la nourriture, du ménage, des autres enfants pendant qu'elle se concentre sur son enfant et sa réhabilitation. En Allemagne, il y a une loi très stricte qui entoure le choix du prénom des enfants. Je sais qu'ici aussi au Québec, il y a quand même des choses qu'on peut faire et qu'on peut pas faire, mais il y a quand même des enfants en 2018 qui s'est fait appeler Vaseline. Il y avait aussi une petite fille qui s'est fait appeler Plante, Miracle de Dieu. Puis il y a des garçons qui se sont fait appeler Seigneur, Bonheur attendu et Michael Jordan. Comme quoi qu'on a une loi, mais c'est pas si strict que ça. Alors qu'en Allemagne, eux, ils doivent absolument choisir un prénom qui représente le sexe de l'enfant. Le prénom ne peut pas représenter un objet, ça peut pas être un surnom non plus. Et si ça satisfait pas assez le gouvernement là-bas, les parents doivent recommencer une nouvelle demande à leurs frais. Je sais pas si vous avez écouté ça, c'est un show de réalité sur Netflix qui se passe en Australie. Ça s'appelle Yummy Mummies. Et c'est vraiment ridicule parce que c'est tiré par les cheveux à un point à ce qui en est gênant à écouter, en fait. Puis, c'est ça, dans ce show-là, il parlait du push present, qui est en fait un cadeau qui est offert à la mère par le père, une fois qu'elle a accouché, pour la féliciter, l'encourager, la remercier d'avoir porté leur enfant pendant tout le long de la grossesse, puis pour l'effort qu'elle a dû faire pour accoucher. Mais dans ce show-là, c'est des cadeaux qui ont aucun sens, il n'y a pas de limite. Il y en a une qui regarde une bague à 100 000 $, puis l'autre, elle a reçu un Range Rover qui vaut je sais pas combien de centaines de milliers de dollars. Mais je trouvais quand même la petite attention, la petite idée derrière ça quand même un peu intéressante. Fait que c'est quelque chose que mon chum a décidé de par son plein gré de faire. Fait que je sais qu'après mon accouchement, je vais avoir un push present. Il y a déjà une idée de qu'est-ce qu'il va m'offrir. Puis je trouvais ça juste mignon qu'il ait pensé à faire ça. Ça n'a pas besoin d'être un gros cadeau, là, c'est juste une attention. Puis ça m'a fait plaisir de savoir qu'il pensait à moi de cette façon-là. Parlant de cadeaux, au Brésil, il n'y a pas de baby shower. Et au contraire, quand la mère accouche, elle donne un paquet cadeau à toutes les personnes qui viennent visiter pour les remercier d'être venues la voir à l'hôpital. C'est quand même spécial. En Équateur, le papa remettrait un de ses chandails souillés de sueur, puis il donnerait à la mère pour lui dire que lui aussi il travaille fort dans le jour, fait qu'elle est capable d'accoucher, puis que c'est ça, c'est comme représentatif de tiens, toi tu vas accoucher, tu vas travailler fort, t'as mon t-shirt sale qui pue le swing, moi aussi je vis ça à tous les jours. Hey femme, t'as ma chemise de fonctionnaire! En tout cas, c'est peut-être que je l'ai pas bien compris celle-là. En Amérique latine encore, je sais que la famille c'est vraiment vraiment important. Tu sais, quand ils disent ça prend un village pour élever un enfant, on le sait, on le vit ici, mais là-bas particulièrement, je sais que les familles sont vraiment en symbiose. Puis quand les mamans accouchent, pendant 40 jours, la famille débarque, là, les tantes, les grands-mères, les sœurs, puis tout le kit, puis débarque chez la femme qui vient d'accoucher pour qu'elle se concentre uniquement sur son enfant. Puis eux, ils s'occupent en gang de faire le lavage, de s'occuper des autres enfants, ils font à manger, mais ils s'occupent de tout que la mère aurait pas à penser pour qu'elle se concentre vraiment sur son enfant. Fait que c'est pas mal ça que j'ai trouvé comme information en fouillant un peu partout sur le web par rapport aux différentes traditions de grossesse. Si vous en connaissez d'autres, si vous en avez, vous, par des traditions particulières qui entourent la grossesse, ben je serais vraiment curieuse de vous lire. Donc, gênez-vous pas pour venir les mettre en commentaire. Ben, puis sinon, ben moi, je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à la prochaine!
depuis longtemps, celle-là.